Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 159. Ça fait toujours bizarre avec les masques, on dirait qu'on va faire un hold-up. Haut les mains. Oh les mains, on vous braque les subs. C'est ça. C'est maintenant. Justement, puisque tu parles de ça, transition toute trouvée. C'était tout. Donnez l'argent. Envoyez l'argent. Donc, tipeee.com/renegade pour nous soutenir. Et le Twitch Prime, bien entendu, si vous êtes abonné Twitch et que vous souhaitez soutenir la chaîne et les productions de la chaîne. Prime Gaming. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on met Twitch Prime, c'est Prime Gaming. Il faudrait changer ça. Allez, on refait cette émission. Allez, on refait tout. Non. On le changera pour la fin, peut-être. Attends, bouge pas, je le note tout de suite. Comme ça, c'est fait. Bon, sinon, au programme de ce soir, on va parler évidemment de l'actu tech. Oh, plein d'annonces. Ces dernières semaines, il y a eu plein d'annonces. Et des annonces pour des annonces qui vont venir. Et des annonces de teasing. Donc voilà, Tortue Chauve-Jat. Ah, ça se moque des cheveux. Et ça, c'est dégueulasse. On fait une comparaison alors. Ah non, moi, les miens sont plus longs là. Je me suis pas rasé depuis 2 jours. Voilà, ça pousse quoi. C'est comme ça. Donc merci d'ailleurs au passage, Xort, pour ton Prime Gaming ou pas. C'est un Prime Gaming qu'il a ou pas? Ouais. Je sais même pas. Ah ben voilà. Niveau 1, 54e mois. Merci à toi. Ah ben voilà, le Prime Gaming. Sur ce, on démarre avec la première news. Tadam, mais quel est donc votre shampoing? C'est Roundup. Alors, Apple Event, le MacBook A14X dès la semaine prochaine. Non. Si. Bah en fait, ils avaient dit dès la fin d'année, il y aura les premiers Mac en fait avec le Apple Silicon. Donc du coup, on s'est dit mais effectivement, on s'approche de la fin. Avec des prothèses en silicone Apple. Apple. Des prothèses en silicone Apple, exactement. Et en fait, effectivement, la rumeur se précise quand même parce que ça fuitait en fait du côté de TSMC, en fait ceux qui leur gravent les processeurs, qui du coup a dit bah nous on est prêts et on a déjà fait du A14X en 5 nanomètres. 5 nanomètres. Tadam! Donc ils sont prêts. Et la taille, ça compte. Et la taille, ça compte beaucoup dans ce truc-là. Et on va en parler dans plein de news de ce soir, la taille. En plus. C'est ça. Ce soir, c'est la taille, ça compte. Et donc en fait, il est gravé en 5 nanomètres. Donc comme on l'a expliqué, plus on grave fin, moins on émet de chaleur. Donc moins on a besoin de refroidissement aussi. Hein. Moins ça prend de place, ça c'est une évidence. Et du coup, plus t'en mets. Et plus tu en mets. Et donc forcément, plus tu es puissant. Quoi. Enfin bref. Il y avait déjà évidemment les premiers bench, même s'ils étaient totalement interdits sur le dev kit du Mac Mini en fait avec cette puce A14X. Hein. Et on a vu que ça allait chatouiller le i7 et le i5 des générations précédentes. Voire même sur certains calculs, ça le dépassait. Donc c'est assez dingue. Et alors en plus, le A14X là va sortir en version définitive, optimisée, tout ce que vous voulez. Ils vont sans doute lâcher les chevaux. Et alors la nouveauté, c'est que ça consomme aussi très peu d'énergie, hein, puisqu'on le disait, hein, plus c'est petit, plus t'en mets, mais aussi moins ça consomme. Donc du coup, on peut s'attendre à des appareils portables en fait avec cet équipement-là. Il est probable d'ailleurs que ce A14X, c'est même plus que probable, le A14, ça sera pour l'iPhone 12, et le A14X et A14Z, qui en fait gère le LiDAR en fait, sera disponible sur les iPads et iPad Pro. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Hein. Z comme LiDAR, c'est clair. Et oui. Non, Z comme l'axe des Z pour la profondeur. Ah. Enfin, ça, c'est ce que j'imagine. Ils l'ont jamais dit. Mais je me suis dit, Z, pourquoi Z? Et je me suis dit, mais attends, mais à quoi ça sert? Mais si, la profondeur, LiDAR, l'axe des Z. Alors peut-être que j'ai faux, hein. Mais peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'un jour ils le diront et vous direz, je l'ai entendu dans Beats. Donc voilà. Et du coup, la rumeur dit que le premier appareil à sortir, ça serait le MacBook. En gros, le MacBook n'existe plus dans la gamme. Vous pouvez aller chercher chez Apple, ça n'existe plus. Le 12 pouces en fait avait disparu. Et il est fort probable que du coup, le premier appareil, ce soit le renouveau du MacBook 12. Et en plus, il pourrait, attention, il se pourrait bien que... il pourrait revoir les tarifs à la baisse par rapport au MacBook Air, puisque le Air était aujourd'hui le moins cher. Le MacBook était plus cher alors qu'il avait un Core M3 dégueulasse. Oui, c'est vrai que sur cette génération, c'était complètement débile. C'était un peu n'importe quoi. Voilà. Ouais. Mais il est possible qu'il se repositionne enfin comme l'entrée de gamme qui dispose de ce processeur-là. Ça, en plus, ça aiderait à l'adoption, honnêtement, du Apple Silicon. Dire, regardez, on a des machines qui ont 20 heures d'autonomie, par exemple. Alors, peut-être pas 20, mais 15. 15 heures d'autonomie, c'est tip top. Elles sont pas très chères, en plus. Et puis, voilà, quoi. Et en plus, le gros avantage, c'est que le A14X, la carte mère, ça peut être un truc comme ça, quoi.
Et tout le reste, c'est de la batterie. Oui, c'est surtout Donc, ça. non seulement ça consomme pas, mais en plus, tout le reste, c'est de la batterie. Bah, tu prends une carte mère de téléphone. Bon, mais j'ai toujours Voilà. dit ça. Le problème, c'est que Apple n'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'Apple a toujours dit ok, ça prend moins de place, et bien on va faire encore plus fin. C'est-à-dire que les trucs se sont Oui, c'est affinés, vrai, c'est vrai. mais ils n'ont pas du tout augmenté l'autonomie. Ils se sont dit, bah, 10 heures, c'est suffisant. Donc là, s'ils nous faisaient du 10 heures, en fait, le truc, ça serait une feuille de papier. Donc bon, bref. L'idée, c'est quand même que ce MacBook potentiel, du coup, débarque dès la fin de l'année. En fait, ils sont prêts pour la production de masse, c'est ce qu'ils ont dit, de ce processeur-là. C'est assez dingue, en fait. Donc voilà, fin août, en fait, ils avaient déjà parlé de ce A14X, donc du nom de code Tonga sur un MacBook 12 pouces qui serait renouvelé, du coup, pour cette génération-là. À suivre, en tout cas, c'est énorme, ça serait top. Moi, j'ai hâte de voir ces premières machines, en fait, sous ARM, de voir ce que ça donne, Ouais, mais de voir est-ce comment que- fonctionne Rosetta. Oui, c'est surtout ça. Moi, C'est-à-dire que j'utilise c'est ce que j'allais dire. Là, j'utilise Big Sur, je suis à la bêta 6 maintenant. Bon, sur un Core i5, hein, Exaker. Ça tourne très bien, j'ai rien à dire. C'est bizarre quand même. C'est assez étonnant, hein, mais ça tourne très très bien. C'est un 8e génération, machin et tout ça, ça tourne très bien. Ça chauffe un peu quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça chauffe un peu. 8e génération Core i5, c'est normal. Bah voilà. Mais plus que Catalina, tu vois. La version 11 de macOS, là, du coup. Ah, il en demande plus. Bon, Bah, j'ai l'impression que ça en demande un peu plus. Après, c'est la bêta, on sait pas trop. Hein. pourquoi pas, hein. Voilà. Mais de manière globale, on voit vers quoi ils tendent. Et le MacBook, c'était un peu l'ordinateur par excellence des étudiants et des familles et tout ça. Après, c'est devenu le MacBook Air. Mais c'est vraiment l'ordi, entre guillemets, entrée de gamme portable qui devrait inonder le marché, quoi. Et si c'est suffisamment performant pour faire tourner Office et ce genre de trucs de façon transparente, bah, ils auront Ah, j'attends de voir, hein. tout compris. Mais J'attends de si. voir avec, ouais. Non, j'ai dit si ça fait tourner tout ça, bah ils ont tout compris. Parce qu'il faut pas oublier que ARM, du coup, ben, c'est pas natif pour tous Non. les programmes qui sont déjà Ah non, mais disponibles dessus. d'où Rosetta 2, qui en fait va faire une émulation, enfin une encapsulation en gros des apps x86 ou x64 dans une machine virtuelle ça sera transparent, c'est-à-dire que quand vous lancez l'app, moi j'ai utilisé Rosetta dans l'autre sens, quand c'est passé de PowerPC à Intel. Et honnêtement, quand vous lanciez l'app, bah, ça s'est lancé comme une app normale, l'icône était normale, tout était normal, il n'y avait aucune différence. Ah, t'avais les perfs. Il y avait juste les perfs, une question de mais le perfs. reste... Ouais, Bon, après, à l'époque, déjà, on avait des corps de duo, hein, donc autant vous dire, les perfs, ça se ressentait grave. Aujourd'hui, le A14X, c'est à peu près 500 fois les perfs du corps de duo de l'époque. Donc du coup, bon, les apps, c'est aussi 500 fois, hein. c'est pas faux. Mais on verra. Du coup, c'est à suivre. J'ai hâte de voir les premiers bench, de voir les premières machines annoncées. Ça peut être carrément cool, quoi. Voilà. Et du côté de chez Microsoft, ben, on a aussi appris des choses. Mais pas sur les portables. Et non. Sur les consoles. On sait que on aurait pu parler du Surface Duo. Oui. Mais en fait, on n'en parlera pas parce que c'était la déception totale. On peut pas le commander en dehors des États-Unis. Et non. Nul. Voilà. Franchement, c'est nul. Bon, du coup, on aura peut-être la version 2 qui sera mieux. Je sais pas. Non, peut-être qu'il sortira plus tard. Ouais, on sait pas encore. Peut-être plus tard. On verra. Mais c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. En tout cas, ils ont fait des super plus beaux tours. Allez les voir, elles sont vraiment cool. Bon, la Xbox Series X, donc prix et date, c'est fait, on sait. Donc, et surtout, la petite nouveauté, c'est qu'il y a la petite sœur. La Series S. La table de cuisson électrique, c'est ça? Ouais, ça fait plutôt enceinte, je trouve. Tu vois? Ah, moi, tu la mets à plat, tu peux faire chauffer ta casserole dessus. C'est bon. C'est vrai. Bon, après, le look, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Elle est 2 fois moins large, ou quasiment, ou peut-être un tiers seulement, je sais pas, enfin bref. Elle est moins haute aussi. Elle ressemble à un gabarit de Xbox One. Celle qu'on a devant voilà, nous, là. Celle hein. que vous voyez très bien sous Vous la voyez télé pas du devant tout, nous. Mais voilà. Mais oui, pareil que la Xbox One d'avant. C'est ça, le ventilo a l'air d'être placé au même endroit d'ailleurs. Hein, donc, c'est tout à fait vrai. ça Ça se trouve, c'est le même boîtier qu'ils ont recyclé. C'est possible, en changeant un petit peu la forme et tout. Donc, ouais, moi je trouve que ça faisait un petit peu enceinte, tu sais, où quand tu la poses sur le côté, tu sais, c'est les vieux radios. Les vieux postes radio. Carrément. Donc, je suis sûr que tu peux coller un skin dessus, très rigolo, qui fait un peu rétro, tu sais, genre station de radio. Il y aura des boîtiers, il y aura peut-être des boîtiers custom. Honnêtement, il y a vraiment moyen de faire un truc super drôle. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette cette partie bestiole? ventilo, elle est énorme quand même. Je sais pas si tu vois. Oui, mais c'est très bien parce que plus c'est grand, moins ça fait de bruit. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Encore une question de taille. Hein. Ce soir, la taille, ça compte. Bon, on a parlé de date et de prix d'abord. On va juste montrer les prix. Vas-y. Parce que c'est important. Series X Bam et Series S. Donc 4,99 pour la Series X et la Series S. Donc elle est à quand même 200 € de moins. 300 €. Eh ben, c'est pas mal en fait. Je trouve qu'en termes de position tarifaire, c'est plutôt cool. Sachant que la Series S, puisque tu veux parler des perfs,
en gros, eh ben, c'est pas la console qui est faite pour le 4K, la 8K, machin et tout ça, mais elle dispose quand même du RTX. Elle propose de l'affichage en 60 images secondes jusqu'en 1440p, donc au-delà du 1080p. Si vous avez une télé 1080p, eh ben même vous proposez des perfs pouvant aller jusqu'à 120 images secondes, ce qui est assez énorme. 500 Go de stockage avec un disque propriétaire, tout ça. Alors, toute la partie CPU, GPU est cadencée un peu moins vite. Au lieu de 3 Go 8, je crois qu'on est à 3 Go 6, 3 GHz, 3,6 GHz du coup. Voilà, elle est un peu moins performante, mais en même temps, elle coûte quand même 200 € de moins. Et puis elle est all digital, c'est-à-dire que vous n'avez pas de fente de lecteur Blu-ray, de machin et tout ça, quoi. Donc ça sera uniquement les jeux cloud et ce genre de choses. Par contre, il faut quand même se rassurer, elle est quand même plus puissante qu'une Xbox One X. Ah bah bien sûr. La génération actuelle. Bah bien sûr, elle est bien plus puissante en fait, c'est même ce qu'ils disent. Oh si, apparemment, rien qu'avec le RTX et tout, enfin... 4 teraflops, la One S, ouais. La One X, elle est pas loin, elle est à 3 et quelques. C'est vrai. Et 12 pour la Series X. Donc, ouais, mais après, c'est pas la même génération de pros, de tout ce que tu veux, donc bon. Ah, la Series S et Series X, c'est les mêmes. C'est vrai que ça se voit un peu. C'est du AMD Zen 2 les deux. C'est vrai. Le GPU est plus petit. C'est ça. Donc, du coup, on se retrouve avec la Series X, du coup, stockage NVMe de 1 Teraoctet, c'est pareil, ils ont vraiment optimisé ce stockage-là, d'ailleurs. La version qui torche. Ouais, et en fait, ils ont un truc, on en a parlé ce matin dans la matinale, c'était le Direct Storage API, qui du coup va débarquer sur Windows 10, donc ça c'est plutôt cool, mais qui permet, qui permet en fait d'optimiser les chargements dans les jeux et tout ça, en fait, de faire du chargement en parallèle. Avant c'était le goulot d'étranglement. Du coup ça permet justement, par exemple, dans un open world, bon c'est pas le bon exemple, mais dans un jeu où vous avez passé d'un niveau à l'autre et il y a un temps de chargement, en fait il est capable de charger ce que vous êtes en train de faire et de précharger en fait la suite, comme ça évite les temps de chargement et ainsi de suite. Bon. Streamer les assets, on dit dans le jeu vidéo, de récupérer les éléments stockés sur le disque, les images, les textures et tout ça, et les envoyer le plus vite possible à la carte graphique. Bon, mais quand même, sur le modèle économique, il y a quand même un truc vraiment nouveau, et qui pour moi est vraiment une tuerie sans nom. C'est le différenciateur. Ah ouais, mais le Xbox All Access. Alors c'est quoi? C'est un abonnement avec un engagement. Bienvenue dans le monde de la téléphonie. Voilà. Donc c'est une offre avec engagement. Avec la Series S, c'est 24,99 par mois. Vous avez la console, plus le Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend en fait plein de jeux en accès libre, le streaming xCloud, plus l'abonnement EA Play sans frais additionnels, 60 jeux EA qui sont jouables. Bon, dedans vous aurez Anthem et tout ça, désolé, mais FIFA, vous aurez FIFA et ce genre de trucs, et ça sera directement dans le forfait. C'est 24 mois d'engagement, mais en gros vous payez votre console sur ces 24 mois là, et puis après si vous voulez arrêter l'abonnement vous pouvez. Mais tu la payes plus que ça. Tu la payes plus, oui, mais sauf que tu as accès au jeu sur 24 mois. Oui, mais sauf que tu imagines la ludothèque que tu as au lancement. Ouais. C'est pas mal, et ils sont dispo tout de suite et jouables tout de suite. Moi je trouve que c'est pas mal. Et 34,99 si vous voulez la One X. Enfin, pas la One X, la Series X, la grosse en fait. Donc c'est un peu plus cher, c'est 10 € de plus par mois évidemment, avec exactement la même chose. Ça sera disponible en France, à la Fnac, dès la fin de l'année. Et honnêtement, c'est... Préco le 22 septembre pour une sortie le 10 novembre. Ouais. Ouais, c'était ça. De tête, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est 22 septembre et dispo 10 novembre. Donc, assez ouf. Là, on peut dire que ça y est, ils ont dégainé leurs armes. C'est les premiers à avoir dégainé. Ouais. Et maintenant, on attend évidemment Sony. Qu'allez-vous faire? Et j'ai adoré l'illustration, je crois qu'elle a été partagée d'ailleurs aussi sur le Slack, où on voit Sony et Microsoft se tenir le menton et dire je te tiens, tu me tiens par l'échelle. Le premier qui annoncera la date et le prix prendra une tapette, et ils font rien, et derrière on voit passer Miyamoto avec un pack de Switch, et il dit non, ne vous dérangez pas pour moi. En fait il vend des palettes de Switch lui pendant ce temps, en attendant que les trucs soient annoncés. Donc on va voir, peut-être que Sony va dégainer un truc de ouf, tu sais pas, un partenariat avec Epic Games, avec Fortnite. Non, je déconne. Bon, alors je les sens pas être sur un positionnement de rupture du marché chez Sony quand même. En fait, un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils restent très traditionnels, ils tentent pas de nouveaux trucs.
Mais en même temps, ça leur réussit. Donc, ils ont les licences. Voilà, ils misent tout sur les licences. Il y a un petit changement quand même chez Sony, c'est maintenant, on propose aussi sur PC, on s'ouvre à un nouveau marché, les jeux de nos studios, une fois qu'ils ont été rincés sur console. C'est vrai. C'est comment gagner un peu de thunes. En fait, ce qu'ils disent, c'est les joueurs 100% PC, de toute façon, on les touchera jamais. Alors que chez Microsoft, les joueurs 100% PC, ils les touchent, puisque leurs licences sont dispo et sur Xbox et sur PC. C'est pas très quali-free, ça. Voilà, et du coup, chez Sony, ils se sont dit, mais on peut pas. Donc... du coup, ils commencent à sortir leur licence. On pourrait très bien voir débarquer un The Last of Us, un de ces quatre, ou ce genre de jeu sur PC. Après, ils font copain-copain avec Microsoft. Donc, ouais. Ils commencent. Voilà, exactement. Ça commence gentiment. Bon. Allez, on va parler un peu de téléphone, parce qu'il est temps. Ah, encore une annonce. Pouh, ce soir, le chiffre de la soirée, c'est le numéro 11. Vous allez voir, on va en parler plusieurs fois. Android 11 est enfin sorti et il est dispo dès maintenant. Alors il est dispo où ça? Sur qui? Sur quoi? Pas pour tous. Hein. Pas pour tous, mais pas que pour le téléphone Google, puisqu'il est dispo effectivement sur les Pixel 2, 3, 3A, 4 et 4A, mais pas que, il est dispo 5, aussi sur les OnePlus. Mais le 5 n'est pas dispo. OnePlus 8 et 8 Pro, les Oppo X2, Reno 3, Realme X50 Pro et les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Voilà, donc les dernières générations de ces téléphones de ces marques-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça apporte de beau, Android 11? On va faire un petit résumé. Ça apporte plusieurs choses. Déjà, c'est le regroupement des notifications et notamment de la partie conversation. Donc, toutes les apps qui sont liées à des notifications, enfin, qui vous envoient des notifications pour les conversations, ont leur pavé regroupé en haut, ne sont pas mélangés avec les autres. Qui s'appelle conversation. Qui s'appelle conversation, très bien. Incroyable. Et du coup, tu peux les reordonner, tu peux mettre des priorités dessus indépendamment des autres. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ok, ça change tout. Alors, à chaque génération, quand même, ils revoient, ils améliorent, ils affinent la partie notification. Mais ça, c'est bien. Je trouve que ce truc-là est vachement bien. Et franchement, c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que c'est pas, ils se cherchent et ils refont tout. C'est vraiment, ils affinent et on arrive sur des trucs qui sont vachement intéressants. La deuxième chose qui vient avec les conversations et les notifications, c'est la partie Bubble. Puisqu'ils ont rajouté la possibilité de prendre une notification d'une conversation et la transformer en bulle de chat, voilà, et du coup la garder sur un côté, qui vous permet de la rattraper et d'ouvrir la conversation en mode, tu vois, over le reste, par-dessus le reste, comme le faisait Messenger à l'époque, hein, mais ils l'ont généralisé sur toutes les applis de messagerie. Ça permet Always on screen. Always on screen, c'est ça. Ça permet de continuer à discuter sans quitter ce que tu faisais déjà et éviter du coup de jongler entre les applications. C'est plutôt malin. Après, il faut voir si tu n'auras pas 12 milliards de pastilles qui apparaissent comme tu pouvais le faire avec Facebook. Hein. Ouais. Voilà. Mais je pense que Facebook va passer par ce système-là aussi, en fait. Messenger, tout ça, ça semble logique. Ça serait logique, ouais, carrément. D'ailleurs, on voit des notifs Messenger. Hein. Il y a un mélange de Messenger, de SMS, Bon, voilà. Tout à fait. Mais pas de iMessage. Tout à fait. Les Conversation Bubble, ça s'appelle. Ouais, mais c'est bien, honnêtement, c'est vachement bien. Non, ça c'est bien, c'est bien. Ils ont revu aussi le Power Menu. Le Power Menu, c'est le menu qui apparaît quand vous appuyez longtemps sur le bouton Power. Voilà. Et jusqu'à présent, tu avais quoi? Tu avais un arrêter, redémarrer et un bouton d'urgence pour les appels d'urgence. Ils se sont dit, c'est con, il y a plein de place, on peut rajouter plein d'autres trucs. Du coup, ils ont fait un menu avec dedans, effectivement, toujours la partie appel, éteindre et redémarrer, mais ils ont rajouté le Google Pay juste en dessous. Donc vous allez pouvoir du coup gérer vos cartes et payer comme ça. Et ils se sont dit, mais il y a encore de la place, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre là-dedans? Voilà. Mais on va rajouter les boutons de raccourci de la Smart Home. Voilà, donc ça c'est récupéré de Google Home, donc de l'appli Home qui déjà agrège vos maisons et appareils connectés. Ouais. Et ils les mettent ici. Alors, tu peux intervenir manuellement sur les boutons et les widgets que tu veux mettre en place, mais sinon il va lui te les piloter directement et te les proposer. S'ils sont déjà allumés, si machin. Voilà, automatiquement, intelligemment, en fonction de là où tu te situes, de comment tu t'en sers l'heure de la journée, etc. Ouais. Alors tiens, on va comparer juste 2 secondes avec iOS. Allez. Donc chez iOS, ils ont fait ça sur iOS 14. En fait, dans le centre de notification, ils ont rajouté en fait automatiquement des lumières et des trucs, voilà. Le bouton de marche arrêt, en fait, si vous appuyez 2 fois dessus, et ça a toujours été le cas, en fait, ça lance justement les cartes et tout ça. Il n'y a pas cet appui long. Et effectivement, si vous faites un appui long, eh bien, il se passe rien, ça lance Siri. Parce qu'en fait, pour l'éteindre, il faut appuyer sur les boutons de volume moins plus arrêt. Donc, avec un seul bouton, tu vois, ils ont fait les choses différemment. Mais c'est marrant de voir en fait les deux façons de faire. Ouais. C'est-à-dire que pourtant, il y a le Siri, il y a le OK Google chez Google, tout ça machin. Mais effectivement, ils ont utilisé en fait ce bouton-là en fait pour lancer l'assistant chez Apple. Chez Google, l'appui long, je trouve que c'est une très bonne idée de le faire comme ça.
Mais j'avoue que en double clic, ça aurait pu être aussi cool de Double faire clic apparaître les cartes et la domotique, par exemple, sans le truc d'arrêt. C'est déjà utilisé pour plein d'endroits. Ah, c'est déjà utilisé. Double clic, hop, appareil photo. Ok. Alors oui, j'en ai plusieurs, donc Oui, parce que ça t'en peut suivre, mais voilà, ok. Mais ça aurait pu être ça, en fait. Voilà. Et voilà. Alors, du coup, ça ouvre, cool. ça ouvre plein de questions, ça, parce que Google Pay, c'est bien, mais ça se passe comment sur les téléphones Samsung? Parce qu'ils n'ont pas Google Pay, ils ont Samsung non. Pay. Ouais. Et pareil, le Smart Home Google, ça se passe comment chez Samsung où ils ont du SmartSync? Ah ouais, c'est vrai ça. Voilà. Mais donc, ça se passe pas. on verra. Surprise. Peut-être qu'il y aura les deux. Il y aura un double truc ou je sais pas. Et Xiaomi, s'ils ont le Mi Home. Ah, Mi Home, ouais. Je sais pas s'ils ont le Mi Pay. Pas sûr. Peut-être. Ah, ils doivent avoir WeChat pour le paiement. Ouais, mais c'est pas eux directement. Non, je sais. Mais... Donc j'attends de voir comment l'intégration avec les constructeurs tiers va se faire là-dedans, dans ce menu-là. Mais bon. Ouais. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il vaut mieux rester chez Google Pay et faire tout avec les services Google et le plus proche du stock, moi je trouve. Ouais. Le bénéfice de ces trucs-là. Oui. Mais après, le plus gros vendeur de ce téléphone Android, ça reste du Samsung, hein, globalement. Ah non, ça reste pas Huawei. Non, je déconne, ça reste Samsung. Quoi d'autre de neuf? On a, alors j'ai dit le Power Menu, on a les contrôles de la musique. Oui. Alors, previously dans Android avant, si vous avez plusieurs applications qui font du multimédia, donc de la musique, de la vidéo, etc., et bien elles s'empilent chacune dans la barre de notif avec chacune leur widget un peu différent pour mettre la musique en route, l'arrêter, suivant. Et donc tu peux te retrouver avec des notifs de YouTube, de Spotify et un navigateur web parce que tu as ouvert un truc avec une vidéo dedans. Et tu as les 3 boutons play, pause, etc. qui apparaissent dedans. C'est juste dégueulasse et puis chaque application en fait le met en place comme il veut. Du coup, Google a dit stop. Ils arrivent avec une proposition. Ils ont dit nous, on va mettre un lecteur multimédia en place. Il sera intégré dans le Quick Settings. Donc, c'est la partie qui est au-dessus des notifications. Là, il y a les petits boutons pour activer le Wi-Fi et le Bluetooth. Et là, il y aura le player, le multimédia, pour la dernière appli qu'il a utilisée. Sur iOS. Ah, mais ça, il était temps parce que ça commence à être un peu caca, cette partie-là. Et ça, c'est top. Ça, c'est vachement bien. Alors, par contre, j'attends de voir parce qu'il y a quand même certaines applications qui ont quelques particularités au niveau des contrôles. Okay. Elles sont pas toutes candidates à avoir juste ces 3 boutons là. Donc est-ce que le player en haut sera adapté à quelques applications ou est-ce que ça sera figé? Je sais pas encore trop en détail. Et puis tu as en bas qui apparaît aussi des contrôles supplémentaires pour le volume, pour naviguer dans la musique, etc. Bien. Ça reste plutôt bien et ça reste encore dans l'affinage. Donc on est vraiment dans l'amélioration de l'existant. Cool. On en vient aux notifications, puisque c'est un des travaux de fond aussi de cette version d'Android, où Google a énormément retravaillé la partie autorisation. Ça, c'est génial, en fait. Ce qu'ils ont rajouté là-dedans, c'est le Only This Time, donc les autorisations pour une seule fois. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tu l'autorises une seule fois et c'est fini, ça veut dire qu'à chaque fois, il te le redemandera. Voilà. Ça permet d'éviter aux applications d'avoir l'autorisation en tâche de fond. Voilà. Du coup, elles reviennent dessus, elles te le demandent. Au moment de l'installation, en fait, jusqu'à présent, en fait, il faut savoir que sur Android, au moment de l'installation, il disait cette application va utiliser tout ceci. Et tu validais une fois pour toutes et c'était terminé. Non, tu peux le faire en cours de vie de l'application. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le seul moment où l'utilisateur le voyait à l'écran. C'est-à-dire au moment où tu installes l'app, il te dit voilà ce qu'elle va utiliser. Non, tu l'as en cours de vie de l'application. Quand tu lances l'app, il te disait oui. S'il a besoin du GPS par exemple et que tu ne l'avais pas donné, oui, mais là c'est fonctionnel. Bah oui, c'est ça. Ok. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a le positionnement donc par GPS. Alors, positionnement, ça peut être la géologue Bluetooth. Précis ou pas précis. Ouais, donc, il peut te le préciser. Il y a le micro et la caméra. Ces autorisations, elles étaient déjà in-app. Ça veut dire que c'était au lancement de l'application que tu pouvais le dire ou pas. Pas forcément depuis le store. Ça avait déjà évolué, sauf que ce qu'ils ont rajouté, c'est la partie une seule fois. Voilà. Ils ont juste rajouté ça. Voilà. Là, il y avait une fonction qui était intéressante déjà, qui ressemblait un peu à ça, qui était de se dire j'autorise que si l'application est au premier plan. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est juste non, c'est une seule fois parce que j'ai un cas d'usage maintenant. Pas sûr que demain j'en aurai aussi besoin. Voilà. Parfait. Mais voilà, globalement, est-ce que j'ai fait le tour? Ouais. Je pense que oui. Il y avait ça aussi, oui. Il y a les. Oui, en fait, vas-y. Non, mais en fait, en gros, c'est aujourd'hui, en fait, le vrai souci quand on est dans une conversation, par exemple, qu'on slide la conversation, on garde le clavier en fait toujours affiché à l'écran et on scrolle en fait qu'une petite partie aussi de l'app. C'est ça. Et en fait, c'est très très chiant d'aller. On ne sait pas si on est au dernier message ou pas au dernier message. Là, c'est très facile de le voir. Je trouve que c'est top d'avoir fait le truc comme ça en termes d'ergonomie.
c'est parfait, quoi. Alors, la particularité, c'est que ça va pas être system-wide. Non. Ça va être aux applications à l'intégrer, mais elles ont la possibilité de le prendre. Voilà, elles prennent ou elles prennent pas. Parce que j'imagine même pas ça s'il avait mis en général, les applis se comporteraient laisse tomber. n'importe comment. C'est ça. Là, en fait, vous avez le choix, soit l'ancien comportement, soit ce comportement-là. En fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, allez, on va parler de Samsung, de LG et de Huawei. Ils sont dans un bateau. Ils sont dans un bateau, j'allais dire. Voilà. Huawei tombe à l'eau. Donc, Samsung et LG ne fourniront plus d'écran à Huawei. C'est terminé. Oh, ouais. À partir du 15 septembre. Mais tout le monde lâche Huawei, en fait. Alors, en fait, il y a une raison. C'est que maintenant, pour travailler avec Huawei, quand on travaille aussi avec les États-Unis, il faut demander un permis aux États-Unis de travailler avec Huawei. Donc Samsung fournissant énormément de choses aux États-Unis et LG aussi faisant même énormément de business là-bas, s'ils travaillent avec Huawei, il faut qu'ils aient d'abord un permis des États-Unis, du gouvernement américain, qui les autorise à travailler avec Huawei, parce qu'ils considèrent que Huawei est un... D'ailleurs, d'écran, il faudrait peut-être un S. Je vois que, tu vois, j'ai fait une faute de frappe. Hein. Oui, bouge pas, t'inquiète pas. Donc, ils doivent demander en fait un permis aux US. C'est juste incroyable en fait. On en est à un point où une société chinoise, donc pas du tout américaine, se retrouve enfin, les boîtes qui veulent travailler avec elle doivent demander en fait une autorisation au gouvernement américain qui n'a rien à voir avec Huawei finalement, de travailler avec eux pour pouvoir le faire en fait. Et alors ils ont déjà annoncé qu'ils ne demanderaient pas de permis pour fournir Huawei, ils n'ont pas le temps, c'est le bordel, en plus il faut être ultra compliant, machin et tout. Puis tu risques des sanctions après derrière, toi, à ton tour. Donc en général tu ne le fais pas. Les seuls qui ont demandé une autorisation aujourd'hui, c'est Mediatek, qui va du coup fournir des processeurs à Huawei pour ses téléphones. Ouais, bah alors ils sont tellement partout. Ok. Voilà, et a priori ils l'ont, l'autorisation, donc du coup ils leur fournissent ces processeurs-là, puisqu'il faut remplacer les fameux Kirin qu'utilisait Huawei. Puisque voilà, oui. ils n'ont plus le droit de bosser avec ARM ni rien. Et non. Voilà. Et donc, du coup, eh ben, moi, ce que je trouve effarant quand même dans cette news, c'est l'ingérence totale du gouvernement américain auprès d'une société en fait privée. Enfin, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que imagine demain la Chine dit, eh ben, c'est pas compliqué, nos fournisseurs ne travaillent plus avec Apple sans demander une permission express au gouvernement chinois de travailler avec Apple. Ou même une société française qui déciderait de travailler avec Apple, si elle travaille aussi en Chine, il faut qu'elle demande au gouvernement chinois l'autorisation de travailler avec Apple. Enfin, imaginez le truc dans l'autre sens. C'est juste... c'est incroyable. Honnêtement, j'espère que si Trump n'est pas réélu, en même temps j'espère qu'il ne soit pas réélu, mais s'il n'est pas réélu, j'espère que ces trucs-là vont sauter en fait. C'est juste pas possible. Le problème c'est qu'en fait, ils ont quand même réussi à ancrer dans l'opinion américaine que Huawei c'était des espions et des vilains. Donc ça va être très très chaud quand même de revenir en arrière. Mais en gros, ils sont en train de tuer un géant industriel chinois à coup d'exception de loi et tout ça. Mais nous, on fait la même chose en plus. C'est-à-dire quand on a la loi Huawei contre les antennes 5G Huawei, c'est incroyable en fait. Oui, alors après, ce débat, on l'a déjà fait plusieurs fois. Non, mais je sais, mais... Quand tu iras de l'autre côté, c'est aussi comme ça que le marché chinois bien est sûr, construit. bien sûr. Eux, c'est comme ça qu'ils font. Bien sûr. Que si tu veux venir en Chine, il faut que tu sois adossé à une société chinoise bien sûr, en majorité. Bien sûr. Donc bon. Voilà. Bye bye Huawei. Oui, elles sont en train de leur faire de la. Ah ouais, ça doit faire très très bien. Bon, j'ai une news un petit peu plus légère pour vous. Un petit peu what the fuck qui est juste magnifique. Avec un titre qui va tout dire, voilà. Les livreurs Amazon qui suspendent les smartphones aux arbres. Et oui. Alors, ça se passe aux États-Unis, dans la petite bourgade de Chicago, dans laquelle il y a un service magnifique qui s'appelle Amazon Flex. Et Amazon Flex, c'est quoi? C'est un service de sous-traitance, de livraison de colis pour Amazon, dans lequel, du coup, des contracteurs, des indépendants vont pouvoir venir, du coup, prendre des contrats, prendre des livraisons, Deliveroo, Uber Eats, et les effectuer. La particularité, c'est que ça traite en général les livraisons prioritaires, celles que tu fais en 15-30 minutes, puisque dans cette magnifique ville de Chicago, tu peux faire des commandes Amazon en livraison express 30 minutes. Du coup, ça se fait avec des coursiers, des livraisons comme ça qui sont coursiers. Ouais, un mec, il prend son vélo, sa moto, sa bagnole, il va chercher le colis à l'entrepôt Amazon, il te le livre. Voilà. Et il est payé à la course. Il est payé à la course, à la livraison de colis. Donc si plus le colis est dans une livraison courte et plus la livraison a été faite rapidement, plus il touche derrière. Donc il y a un vrai business dessus, il y a un enjeu de compétition entre les livreurs, et évidemment, comment ça se passe? C'est une plateforme sur laquelle
plus t'es près de l'entrepôt Amazon et plus t'es rapide à répondre c'est moi qui prends la course, et ben tu la gagnes et du coup tu as le Et c'est bonus ça. derrière. Du coup, les livreurs ils se sont dit bah, pour être encore plus près, on va prendre notre téléphone et on va le mettre sur un arbre à la limite de l'entrepôt Amazon en hauteur, le plus près de l'antenne. Comme ça, on est géolocalisé à côté de À côté, l'entrepôt, ouais. on capte hyper bien le réseau. Et ben, on va mettre une appli qui va faire le relais avec notre vrai téléphone qu'on a sur nous. Et comme ça, ils prennent la course tout le temps. Voilà. Et ça donne à peu près ça. Tu te retrouves avec Hashtag astuce. des groupes de téléphones. T'as vu, il y en a 4. Ouais. C'est juste n'importe quoi. Et ça Perché pousse dans les arbres, peut-être, les téléphones. Mais oui, c'est ça. C'est juste magnifique. C'est dingue. Moi, je trouve ça génial. Donc, l'idée, ils ont quand même hacké le système, quoi. Ouais, ça me rappelle, c'est le mec qui se baladait avec les téléphones dans son petit chariot sur le pont pour créer un embouteillage dans Google Maps, quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment le hack du truc, quoi. Ils ont hacké le système. Alors, merci pour le follow, It's Minekura. Et évidemment, Amazon travaille sur contrer ça. Du coup, ils commencent à avoir des algos pour détecter ce genre de situation. Genre, le téléphone est trop près sur un truc improbable, il bouge pas depuis 12 jours. Bon, après, ils n'ont pas de batterie externe, donc je sais pas trop comment ils doivent les changer tous les jours, quoi. Non, mais ils le posent juste comme ça la journée et puis ils reviennent le chercher après. Hein. Ouais, c'est merveilleux. Et voilà. Je trouve ça rigolo. C'est merveilleux, hein, le génie humain. Tu parlais d'embouteillage et de, de route. Ben, Waze Web qui permet d'envoyer ses trajets sur téléphone. Alors déjà, est-ce que tu savais qu'il existait Waze sur le web? C'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est ça la news en fait. J'ai découvert ça. Je m'en suis servi une fois et elle est dégueulasse en fait la version web. Ah, je sais pas parce que alors je sais pas quelle version tu as. Là, c'était pas trop mal. Ah mais j'y suis pas retourné depuis. Ah bon, ok. Moi, j'ai essayé tout à l'heure du coup. Hein, parce que je vais tester le truc. Web. Alors pour vous loguer au départ, il va vous demander en fait enfin tu tapes juste Waze hein, et tu vas trouver le site web. Live map. Okay. Voilà. Et en fait, il te demande. Non, c'est bien. Non, elle est bien en vrai. Pour te connecter, en fait, c'est assez facile. Hein. Tu scannes un QR code avec juste ton appareil photo du téléphone. T'as pas besoin de lancer ça Waze. A tout changé. T'as pas besoin de lancer Waze sur ton téléphone. Tu scannes avec l'appareil photo ou avec ton lecteur de QR code préféré. Alors faisons ça en live. Voilà, et ça va te lancer. Ouais, clique sur l'URL. Alors moi, je t'avoue que j'ai pas eu ça. J'ai mis l'URL, elle fait Waze. Tout l'écran. moi j'ai juste eu ouvrir avec Waze, tu vois. Parce qu'en fait, forcément, t'as une clé. Voilà. Donc là, il va te l'ouvrir. Et là, tu vois, sur ton truc, ouais, oui, tu dis oui, c'est moi. C'est moi. Non, je n'ai pas changé. Voilà, et là, il te dit tout est prêt, voilà, t'es connecté. Et en fait, l'idée, c'est que. Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, ils ont fait des progrès. Je la trouve pas dégueu, en fait. Non, carrément. L'idée, c'est qu'en gros, tu peux chercher une adresse, ça ressemble à Google Maps, hein, pour tout vous dire. Les couleurs sont un peu différentes, tout ça, machin. Waze Cookie, il s'éclate. Il s'éclate. Et du coup, en fait, vous pouvez faire une recherche, calculer un itinéraire, tout ça, machin, voir les conditions en temps réel, ce genre de trucs. Et du coup, quand vous créez un itinéraire, vous avez la possibilité de. Tu peux lire tous les messages. Tu sais, quand il y a des gens qui laissent des messages sur Waze, souvent tu n'as pas trop le temps de les lire, mais là tu peux cliquer et tu vois les gens qui gueulent et tout. Et donc en fait, tu as la possibilité de tout simplement créer un trajet. Oh, t'as des statistiques oui, sur tout. Toi, t'as fait 28 000, moi j'ai fait 45 000 et quelques kilomètres. Et j'ai eu une mise à jour de carte, parce que j'avais fait une modification. Ah, j'ai jamais pris le temps de le faire, ça. J'ai fait une fois parce qu'il y avait une rue qui était pas du tout dans le bon sens, ni rien. Enfin bon, bref, totale merde. Et en fait, c'est vachement cool parce que vous pouvez créer un itinéraire, l'envoyer au téléphone. Vous pouvez même planifier un itinéraire, vous sélectionnez la date et tout machin, et tu auras une notif après sur ton téléphone. Il te l'ajoute et tout ça. Enfin voilà quoi. C'est plutôt cool. Il faut cliquer en haut dans le champ de recherche. Moi, je regardais tout ça. Ouais, moi, j'aurais pas pensé qu'ils auraient fait évoluer Waze. Je pensais plutôt qu'ils allaient tout intégrer dans Maps et que Waze allait décéder. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a le carpool pour les passagers. Alors, c'est pas disponible chez nous. Donc, si tu cliques, il dit c'est pas disponible dans ton pays. Je crois que c'est qu'en Israël et dans d'autres. Mais en gros, l'idée, c'est bah, je fais ce trajet, tu partages ton trajet et les gens ont la possibilité de dire ah ben moi, je veux bien prendre la voiture avec toi pour faire du covoiturage. En fait. Jetez-moi là. C'est ça, jetez-moi là. Donc voilà, mais du coup le site web est pas si dégueu, vous pouvez envoyer les itinéraires et tout machin, mais moi surtout la news c'est que putain ils ont un site web en fait, et c'est plutôt cool quand par exemple moi en ce moment je fais une recherche de maison et tout ça autour, et pour savoir combien de temps je mets pour aller de tel endroit ou à tel endroit. L'éditeur de carte. Ah oui, l'éditeur de carte est ouf hein. Vous pouvez modifier tout effectivement la news c'est la version web de Waze. ils ont un site web. Et en vrai, bah, du coup, vous pouvez tester vos itinéraires avec Waze et ainsi de suite. D'ailleurs, quand tu fais une recherche d'itinéraire, c'est comme sur l'appli mobile, il te propose plein de trajets, le plus optimal, le plus machin. Enfin, franchement, le truc. Il récupère mes adresses. Voilà. Allons à domicile. Voilà, va à domicile. Instruction de guidage. Voilà.
Et là, tu vas voir, qu'est-ce qu'il va te faire? Position actuelle. Oui, voilà, oui. Allez, Comme vas-y, ça. prends ma position. Allez, je te donne toute la. Donc là, il va te rechercher, il va t'afficher les différents trajets, tu vois. Enfin, du coup, tu les vois. Très bien. Honnêtement, c'est assez cool. Hein. Je trouve que c'est Super. assez Allez, cool. tiens, on va faire l'essai pour tout à Attends, il l'heure. faut que tu fasses enregistrer dans l'application. Faut que je fasse OK d'abord. Ouais, d'abord. Ouais. Voilà. Et tu fais partir quand? Partir. Ah, alors c'est Non. partir quand ou Ou arriver. arriver à. Et je peux pas partir plus tard. Non, c'est l'heure à laquelle tu vas arriver. Donc, je crois que tu mets 22h30 et puis voilà quoi. Ça marche Et, pas. Ah, tiens, Ça aurait marche bloqué. pas. Moi, Ça ça y est. marchait bien. Arrivé à 22h30. Ah, il y a les. Il t'affiche les conditions et tout. Ah, hein. c'est beau. Et tu fais. Voilà, Opti. Voilà, parti 16 minutes. à 22h14. C'est parfait. Et tu fais enregistrer dans l'application. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, tu le récupères Et t'auras- sur l'appli. Voilà, et tu auras ta notif en fait dans l'app. Et je l'ai là à partir. Nickel. Voilà. C'est incroyable. C'est beau la technologie. Voilà. La news en fait c'était essentiellement ça. What else? Ah, le chiffre 11 est de retour. Et ça sera chez Intel cette fois. On va vous parler des Intel Core 11e génération. Bah, attention. Oui. Tu vas nous parler surtout de la partie mobile. Parce que je crois pas qu'ils aient annoncé les versions bureau. Ou alors tu as vu un truc que moi j'ai pas vu. Non, non, c'est la partie mobile. Ok. C'est la partie mobile. Donc, c'est les 11e génération de Core, Intel Core qui sont basés sur l'architecture Tiger Lake. Donc, le mot d'ordre pour cette présentation, ça a été IA et GPU. Et nouveau logo. Nouveau logo, oui. Bon, attention, gros changement. Hein, le petit truc bleu sur le i. Alors, j'ai à peu près 8000 présentations, images à vous montrer. Ouais, c'est monstrueux. Donc, ils ont comparé ça avec... ils ont comparé, en fait, le i7 mobile avec le Ryzen 4800U. Voilà, donc le 1187G7 versus le 4800U, puisque c'était une des nouvelles arrivées d'AMD sur la partie mobile qui commençait à foutre une baigne à Intel aussi sur ce marché-là. Du coup, Intel a réagi, et du coup, ils ont fait toute une présentation où ils le comparaient avec le Ryzen. Donc, globalement, il est 30% plus rapide sur la bureautique. Il est jusqu'à 4% plus rapide sur de la créa. Voilà. Donc, tu as du PowerPoint, du Photoshop, du Premiere et du... Alors, ouais. Oui. Justement, sur Premiere, le fait qu'il soit 2,7 fois plus rapide, c'est justement grâce à la partie graphique Iris Xe, que n'a pas finalement celle que n'a pas AMD en fait. Absolument. Il est aussi meilleur sur la partie jeu. Et oui. Voilà. Pour la même raison. Parce qu'il y a du graphique dessus. Ouais, on en reparlera de la partie graphique. Ouais. Et puis sur la partie Connect, j'adore. Ouais. Sur la partie internet, parce que oui, il y a du Wi-Fi 6, et oui, il y a du Thunderbolt, et oui. Et ouais, puis 1,15 fois. Bon, par contre, ils n'ont pas indiqué combien de fois plus cher ils étaient par rapport à la AMD, mais bon. Alors, il n'y a pas tant le prix. Non. Le prix s'oublie, la qualité reste. L'architecture est intéressante. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Il y a des corps qui ont évolué. On en reparlera de la partie gravure. Donc, oui, c'est des corps qui sont gravés en 10 nanomètres, toujours. Mais cette fois, c'est la deuxième vague. La génération précédente avait déjà des gravures en 10 nanomètres, hein, mais elle n'était pas hyper fiable. En termes de procédure de gravure, là ça va mieux. Il y a des corps du coup, alors ils se limitent à 4 corps et 8 threads. Là où les Ryzen peuvent les démultiplier en veux-tu en voilà, là c'est 4 corps max. Donc il y a la partie GPU intégrée, le memory controller intégré dedans, donc on va retrouver comme les Ryzen. Il y a du Thunderbolt 4 évidemment, du PCI 4 Gen, PCIe 4 Gen, Gen 4, très bien. La Iris X graphique, donc la fameuse véritable carte graphique intégrée, et je vous passe le détail du reste. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent là-dessus. Je ne sais même pas si c'est intéressant de vous présenter ça. Non. Si, il y a un petit truc intéressant tout en bas à droite, c'est le Variable Rate Shading, qui est du coup une des optis graphiques qui permet, ce que les cartes graphiques récentes proposent, qui permet du coup de faire des calculs en fonction de la complexité de la scène, globalement. Donc ça va optimiser ça pour ne pas faire tout le temps tous les calculs hyper bourrins. Voilà. Du coup, sur les jeux, ça donne quoi, puisque c'est ça qui nous intéresse? Eh bien, c'est 2 fois plus rapide sur Gears, ouais. Et Gears Tactics. Hein, Gears Tactics, oui, c'est vrai, pardon. Pas le même. Hein. Et 1,70 sur PlayerUnknown's Battlegrounds. Ouais, le jeu codé avec les pieds. Voilà, donc oui, l'optimisation est pas mal. Voilà, donc ils ont fait une comparaison également avec la GeForce MX 350, qui est une des cartes mobiles les plus performantes du moment, qui a d'ailleurs été surpassée puisque GeForce Nvidia a annoncé la MX 450. Ouais. Mais bon, globalement, actuellement, vous avez trouvé ça. La MX 350, c'était aussi celle qui était associée avec justement les Ryzen. Oui, bien sûr. Puisque les Ryzen de base n'ont pas cette partie GPU en fait. Ouais. Donc, tout à fait.
Donc voilà, donc on est à équivalent à peu près. Il y a juste GTA 5 où GeForce est encore un peu devant, mais globalement on est sur perf équivalent, ce qui montre quand même Ah, qu'on mais il y a est, un vrai saut de génération sur la partie graphique. Hein. qu'on est sur une vraie carte graphique mobile comparative, enfin qu'on peut comparer, qui est pas juste un GPU intégré discrete là, mais plutôt un GPU dédié qui est Ouais, quand tu vois GTA à part 5 entière. jusqu'à 100 FPS, enfin voilà quoi. On est pas mal. 100 c'est la GeForce. Non, c'est la GeForce, ouais. Euh, Oui, mais, non, mais même, l'autre était à plus de 60, donc voilà. Et donc, si tu fais le tour de tous les jeux, en fait, tous les jeux du moment, ils sont écrits en tout petit, mais globalement, les principaux jeux du moment tournent tous en 1080p à 30 fps. Ouais. Et Valorant, Minimum. 149. Alors, ce graphique, et me fait bien marrer parce que, en fait, tu sais pas réellement quel réglage graphique ils ont Bah, fait dans les jeux. Tout au minimum, hein. Voilà. Tout au minimum. Voilà, donc, mais bon, bref. Ils ont aussi travaillé la partie encodage et décodage. Voilà, donc qui est aussi une des parties importantes de ces GPU pour gérer la 4K HDR, évidemment, et tous les codecs du moment. Voilà, donc ça a été optimisé. Et puis un petit logo YouTube qu'ils ont dû payer bien cher. Un des autres mots d'ordre qu'ils ont présenté, c'est la partie IA, intelligence artificielle, qui est en gros la capacité du CPU à faire des calculs complexes avec des algos basés sur des algos de type IA. Et donc là, c'est adapté au traitement photo, puisqu'on commence à avoir beaucoup de traitements photos qui sont faits à base d'algo d'IA. Donc on sait, pour tout ce qui est optimisation d'image, création de contenu, tu sais, retaillage, colorisation, etc. Du coup, là, il le poutre littéralement, le Ryzen. Là. Ouais, c'est surtout sur l'upscale d'ailleurs. Hein. Surtout sur l'upscale. Oui, surtout sur l'upscale. La colorisation, pas tant que ça, mais l'upscale, un truc de fou. Ouais, le photo-tagging, quasiment 2 fois plus vite aussi quand même. Mais Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui, bon ça, c'est toujours la partie IA. Ça, c'est en fait pour généraliser en fait le fait que ce processeur-là, enfin cette génération de processeurs, a la capacité d'aller exécuter des algos d'IA, et pas que pour la partie photo, mais sur des plateformes et des frameworks généralisés qu'on va trouver dans d'autres types de mise en situation. Donc, il y a d'autres programmes qui peuvent utiliser les calculs d'IA. S'ils utilisent les mêmes frameworks, du coup, ils sont optimisés grâce à cette génération de processeurs. Voilà. bon, et la Wi-Fi connexion, 6, Wi-Fi hein, 6, blablabla. tous les derniers trucs. Power Delivery, ça c'est pas mal. Et voilà. PC Gen 4, effectivement. Et Thunderbolt 4. Du coup, la gamme de processeurs, elle est là. On retrouve des i3 jusqu'au i7. Voilà. Et dans les i7, on va retrouver plusieurs déclinaisons en fonction de la dissipation thermique. Donc c'est globalement, est-ce que vous allez avoir un ultra portable ou un transportable? Un transportable, c'est exactement ça. Le processeur est globalement le même, ça reste 4 cœurs et 8 threads. Ce qui va changer, c'est la fréquence maximum de l'horloge du processeur. C'est ça. Voilou. Donc tout ça, ça dit que ça va On faire... note quand même plusieurs choses. Ils ont lancé aussi un nouveau truc qui s'appelle la certification EVO. EVO. Je t'en ai pas parlé, mais en gros, ils sont partenaires avec plusieurs constructeurs HP, Acer, Asus, tout ça. Et en gros, quand on utilise ces machines-là et qu'on est dans l'état de l'art de ce que eux aimeraient proposer en termes de perf, de consommation, de batterie et tout ça, d'autonomie et tout ça, ben on peut obtenir cette certification dite EVO. En gros, vous avez la garantie que si vous achetez cet ordinateur-là, vous aurez le meilleur de l'autonomie, le meilleur des perfs que vous pouvez atteindre avec cette génération de processeurs. C'est le tampon. C'est le tampon un peu marketing commercial. Bon, par contre, ils indiquent toujours pas combien c'est gravé ça. 10 nano. Bah oui. En fait, le truc, c'est qu'ils sont à 10 nano et dans aucune des présentations, ils n'en ont parlé. Enfin, c'est pas écrit nulle part. Pourquoi? Parce que on sait qu'en face, on est au 7 et qu'on vise d'ailleurs le 5 dès l'année prochaine, voire même le 3 et le 4 avec des processeurs hybrides qui sont gravés en 5, puis 3, puis 4. Enfin bon, bref. Du coup, ça fait un peu mal de voir que Intel veut pas communiquer dessus en disant bon, on dit rien, nous on va se contenter de parler des perfs, voilà. C'est voilà. On attend de voir les benchmarks en situation réelle et notamment, alors il y a eu toute une tripotée de constructeurs. Alors Intel a annoncé évidemment que plein de constructeurs allaient intégrer ça. Il y en a plein qui ont dégainé leur portable avec oui, tout de suite. Notamment Asus. Asus, ils ont dégainé 19 portables avec toute cette partie intégrée. Voilà. On attend de voir. Asus, ils ont un truc intéressant, c'est que parmi tous les portables qu'ils ont intégrés, il y en a qu'ils ont proposé en version juste Core i7 11e génération ou le même avec une GeForce MX 450. Ouais, t'as les deux. Du coup, t'as les deux.
Du coup, tu pourras sur un même portable avec le même châssis, globalement les mêmes caractéristiques, les comparer avec la carte intégrée ou avec une carte GeForce. Du coup, il y aura des benchmarks qui peuvent être intéressants à venir. Qui peut être vraiment cool, ouais. Et évidemment, on attend aussi les Mac. Ah ben non, on n'attend pas les MacBooks avec ce processeur. Du coup, ben oui. Du coup, on va passer à la news suivante, qui est quand même un gros morceau. Hein. La deuxième grosse annonce, effectivement, de nouveaux matos qui sort, c'est... Alors, on en parle que maintenant, mais ça date de la semaine dernière, hein, donc voilà. On n'a pas encore parlé dans un bit, donc on en profite maintenant, mais du coup, on va prendre le temps d'analyser un petit peu tout ça, puisque Nvidia a annoncé sa nouvelle génération de GeForce, les RTX série 3000 quelque chose, voilà. 3000 quelque chose. 3000 quelque chose, donc regardez-moi comme il est fier de vous montrer cette magnifique 3070. Ah, c'est la petite, ça. Ça, c'est la petite. La petite, elle est là. Voilà, la petite GeForce RTX 3070, elle est quand même plus puissante, plus rapide qu'une 2080 Ti. Donc là, l'entrée de gamme de la génération 3000 est annoncée plus performante que le haut de gamme de la génération actuelle. C'est ça. Voilà. Pour un prix 2 fois moindre. On va en reparler après. Donc c'est ça qu'il faut retenir sur la présentation. Donc si on fait le tour, en fait, qu'est-ce qui change? En fait, si on regarde les générations précédentes des GeForce, en fait, la génération, donc c'est l'architecture, hein, Pascal, Turing et Ampère. Moi, pour je suis sur Pascal encore. T'es encore sur Pascal. J'ai 1080, exactement 1080. Ça. Alors, du coup, ce qui a évolué, là, puisqu'on parlait de gravure, précédemment sur les Pascal, c'était gravé en 16 nanomètres, et dans la génération de fin de vie de la Pascal en 14 nanomètres. La Turing, donc les générations 2000, étaient gravées en 12 nanomètres, mais en fait, c'était un dérivé de la 16. Un dérivé de ce que la 16 pouvait faire de chez TSMC, donc des façons de graver chez eux. Et là, pour la nouvelle génération, ils ont complètement revu, ils ont changé de partenaire pour la partie création gravure, et ils sont passés chez Samsung, et là, pour le coup, ils ont co-construit avec Samsung des nouveaux procédés de gravure en 8 nanomètres. Donc on est bien en deçà, on est sur moitié moins que ce que faisait la Pascal, quand même, c'est quand même pas mal. Du coup, ça permet de faire quoi? Eh bien, ça permet d'avoir un die qui est éventuellement plus petit. Donc le die, c'est la taille du cœur, en fait, de la puce. Du GPU, voilà. Et donc en fait, ils ont augmenté la densité. Donc ils n'ont pas tant réduit la taille du chipset, ils ont augmenté la densité, c'est-à-dire qu'à taille équivalente, ils en ont rajouté au max quelques millions. Ils ont doublé, en fait, de la génération précédente, le nombre de transistors par millimètre carré. Donc la densité est juste terrée. Donc là, ils ont blindé au max. C'est pas très Covid, mais voilà. On est un peu serré là-dedans, hein, voilà. Du coup, quand tu dis ça, eh ben, il y a d'autres choses qui arrivent, c'est que, évidemment, PCIe 4 Gen, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Les Tensor Core ont été aussi augmentés. Juste au passage, parce que tu passes de la Gen 4, elles sont compatibles avec les PCI Express Gen 3. Simplement, en fait, les débits de transfert entre carte mère, mémoire et tout ça sont ralentis, en fait. Ça marchera, mais vous ne serez pas au top de la perf que vous pourriez obtenir avec. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui disent « Oh, il faut que je change ma carte mère, c'est pas compatible, j'ai une Gen 3. » Non, en fait, c'est pas la peine. Hein. C'est juste que vous n'aurez pas le top de la perf. Si vous voulez le top de la perf, avec une 3080 ou une 3090, dommage. Quoi. Tout à fait. Donc là, on est sur la 3080. Justement, la 3080 arrive avec de la mémoire qui déboîte. Donc une mémoire ultra extrêmement rapide. Et du coup, comme elle tire un max de watts, tu as un nouveau connecteur 12 volts pour pouvoir alimenter le monstre. Putain, on va en parler après de la consommation. On va en parler après. Du coup, quand on regarde un petit peu l'évolution des caractéristiques globales, donc le nombre de coups d'accord, regarde cette évolution en fait. La 3070, la 3080, la 3080, 8704. Enfin, je veux dire, c'est 2 fois plus que la génération d'avant. C'est un truc de malade. La bande passante mémoire aussi est monstrueuse et du coup la vitesse d'exécution, c'est un truc de malade. Donc ils n'ont pas juste fait une évolution, hein, c'est un x2 global sur tout le détail. Voilà. Du coup ça permet de faire plein de trucs intéressants. Tu as plus de shaders, ça exécute plus vite les shaders. Donc les shaders c'est tout ce qui va être les effets de rendu autour de 3D, notamment les effets de reflets, etc. Il y a donc le RTX, hein, évidemment, a été amélioré, donc les effets de lumière et de reflets sont aussi présents. Et les Tensor Core, donc ce qui est le calcul autour de tout ce qui va être l'IA et l'optimisation du rendu, ce qui sert notamment pour les optimisations de rendu avec le DLSS, le Deep Learning Super Sampling qui permet de faire du calcul d'image 3D en plus petit et de le mettre à l'échelle après. Voilà, genre en gros, vous faites du calcul en 800 par 600.
Et ensuite, vous l'upscalez en 4K. Et en gros, il va se charger de compléter les pixels manquants entre le 800 par 600 et le 4K, quoi. Non mais ils ont fait des démos de taré. C'est ouf. C'est même mieux. Mais oui. C'est même mieux que le calcul de l'image en 4K direct. En fait, c'est incroyable. C'est exactement ça. Ils ont fait des démos de jeux qui tournent en 1080 ou 1440, je sais plus, et qui sont du coup upscalés en 4K par le DLSS. Oui. Et ben du coup, c'est plus joli et plus fluide que si tu exécutais le jeu en 4K. C'est ça. Mais en 4K en rendu natif 4K. C'est fou. Bref. Voilà. C'est trouf, comme on dit. C'est trop ouf. Il y a un autre truc qu'ils ont fait qui est pas mal, moi ça m'a bien plu, c'est ils ont travaillé. Alors la bande passante mémoire, en fait, elle est optimisée parce qu'ils ont revu comment les cycles de mémoire étaient exécutés. Alors, pour rester assez généraliste sur l'exécution, en fait, il y a une fréquence en fait de fonctionnement global sur la mémoire. Et donc à chaque fois que tu as un pic dans la fréquence, donc on arrive sur un palier de la fréquence, et bien tu as possibilité d'envoyer des données. Donc tu as un flow, donc une bande passante, c'est par seconde, donc toutes les secondes sont calculées par rapport à la fréquence d'horloge. Et bien ils se sont dit, ils ont retravaillé ça, et en fait ils ont démultiplié en fait l'exécution de la mémoire par rapport à la fréquence d'horloge de la carte. Donc du coup c'est ce qui est représenté par ces schémas-là. On peut rentrer dans le détail technique, ils ont présenté tout ça, c'est assez intéressant. Mais globalement, en fait, pour une même fréquence, ils font passer de 4 fois plus de 4 fois plus d'infos. Ouais. Voilà. Ce qui est assez ouf. Voilà. 3080, bon, ça je vous l'ai présenté. 700$, la bestiole. Ça va. C'est pas non. déraisonnable. Si on regarde la carte de toutes les cartes, en fait, leur positionnement, donc la 3070, hein, par rapport à la 2080 Ti, elle est juste au-dessus en termes de perf. Par contre, la 2080 Ti est tout à droite, vous avez vu, en termes de prix. Ouais, c'était 1200$. Et là, on est à moins de 600$. En gros, c'était 1300€, 1350, 1400 même euros. Ah ouais, c'est un truc de malade. Ouais. Et même la 3080, quand même, qui est au-dessus de tout le monde, elle est 4 fois plus performante que les autres. Elle est à 699$. Quoi. Ça reste juste incroyable par rapport à la 2080 Ti, encore une fois. Voilà, les deux bestioles qui sont là, donc la 3070 à partir d'octobre pour 499$ et la 3080 pour 699$. Alors attention quand même à ça, c'est que c'est hors taxe et c'est que pour les Founders Edition, donc les versions produites par Nvidia. Évidemment, quand les constructeurs tiers vont arriver, les prix seront un peu plus élevés. C'est ça, puisqu'ils font souvent des personnalisations, enfin tout un tas de trucs. Tout ça. Exactement. Pourquoi je vous ai mis ça? RTX 10, voilà. Ah, si, RTXio, oui, tout à fait. Si, en fait, ce qu'ils ont... bougez pas, je la remets après. Pourquoi ce type d'annonce par Nvidia? Pourquoi maintenant? En fait, j'ai noté plusieurs choses. C'est-à-dire pourquoi ils ont à la fois autant boosté les perfs et autant baissé les prix. Et il y a plusieurs raisons qu'on peut voir par rapport à ça. Une des premières, c'est qu'en fait, les séries 2000, les générations d'avant, ont globalement été une déception. Alors une déception commerciale. C'était plus cher et franchement en termes de perf, à part ajouter le RTX et il y a peu de jeux qui l'utilisaient, finalement il n'y avait aucune raison qui te poussait à passer sur cette génération. Si tu avais une 1080 par exemple, comme tu peux avoir, mais le saut vers la 2000 n'était pas nécessaire. Et par contre le prix il faisait mal. Ouais. Il y avait ça effectivement. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait la génération précédente en fait coûtait assez cher à produire. C'est aussi pour ça qu'ils ont changé de fournisseur pour la production des puces. Ils sont passés chez Samsung parce que les méthodes de gravure chez TSMC n'étaient pas très fiables. Donc en fait, ils ont jeté beaucoup. Et du coup, ça coûtait très cher à la puce pour construire ces cartes-là. Là, chez Samsung, apparemment, en plus d'être plus performantes, elles sont beaucoup plus rentables et la production est beaucoup plus fiable. Ce qui fait que du coup, ils peuvent les vendre en plus grand nombre. Voilà. Disons que quand tu en produis 100, tu n'es pas obligé d'en jeter 40 comme avant. Tu en produis 100 maintenant, tu en vends 90. Quoi. C'est ça. Et le dernier truc, c'est que ce positionnement en fait tarifaire à ce moment de l'année, ça met Nvidia en opposition directe avec ce qu'on a dit juste avant, c'est la nouvelle génération de consoles. Ouais. Du coup, Nvidia annonce ça maintenant, ils sortent les cartes juste avant les nouvelles générations de consoles. Du coup, ils chopent la thune des gamers et chez eux. Voilà, tu renouvelles ta carte, tu as filé ta thune à Nvidia et tu n'as pas racheté une nouvelle console. Oui. Et t'en as pour un moment en plus avec les perfs des cartes là. Et avec ces cartes là, tu peux jouer pendant un moment. Et en plus de ça, du coup, ce qui confirmerait cette hypothèse, c'est qu'ils ont rajouté dans ces cartes là aussi la possibilité de faire le streaming de données en connectant directement par la carte graphique le stockage. Donc le SSD peut dialoguer direct avec ta carte graphique, notamment par un processeur dédié qui est embarqué dessus,
qui fait la décompression à la volée des assets. Donc en fait, ce n'est même plus le CPU qui est Voilà. impacté. Alors déjà, t'enlèves à la charge du CPU la Il ne partie fait plus rien. Le CPU, transfert des il se données, repose. et maintenant t'enlèves aussi la décompression des assets qui est faite par un chipset dédié au sein de la carte. Voilà. Du coup, c'est directement la carte qui récupère tous les assets pour faire le rendu 3D. Et évidemment, ça s'est implémenté avec ce qu'on disait juste avant, le Direct Storage Exactement. de Microsoft. La Exactement. boucle est bouclée. Là, je pense qu'ils ont enfoncé un coup de malade. Ouais, et il y a aussi une autre raison de ce positionnement-là, c'est qu'il faut couper l'herbe sous le pied à AMD, qui va annoncer sa nouvelle génération de cartes graphiques qui gère le RTX, qui sans doute s'annonçait à prix inférieur, sans doute avec des perfs inférieurs, mais eux maîtrisent une gravure plus Là, fine, wow. du coup c'est compliqué. En gros, ils leur ont coupé l'herbe sous le pied, Mm. et cette génération-là de chez AMD va sans doute rien donner. Par contre, l'année prochaine, ça va commencer à devenir intéressant. Ça va bastonner. Parce que là, ça va bastonner. Ils avaient annoncé justement une nouvelle génération pour l'année suivante. Et il va falloir que Nvidia sorte une série 4000 ou des upgrades de la série 3000 pour aussi se défaire de ça. Honnêtement, AMD, là, cette année, sur la partie carte graphique, c'est terminé. Enfin, je vois pas ce qu'ils C'est peuvent clair. faire. Quoi. Là, honnêtement, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Non, mais ils vont se gaver avec la nouvelle génération de consoles. Voilà, exactement. Voilà. Ils vont se concentrer là-dessus. PS5, Xbox, Voilà. Là, c'est pour nous. la nouveauté chez AMD, ça sera que l'année prochaine, du coup. Donc, si vous voulez vous équiper une carte graphique, c'est pas la peine d'attendre AMD, vous pouvez foncer tout de suite. On n'a pas parlé de la 3090. On n'a pas parlé de 3090, c'est vrai exactement. En gros, c'est un monstre. Alors, en fait, Mais c'est les Titans. l'équivalent de la Titan Ouais. de la gêne d'avant. C'est une carte à 1500 balles qui est monstrueuse, qui consomme à elle toute seule 450 Oui. watts à pleine Un truc puissance. comme ça. Donc voilà. Déjà, la 3080, c'est 300 et quelques. Et la 2070, c'est 250 ou 200. À 3070, C'est ouais. ça, c'est la à peu près. 3070, c'est déjà 250. C'est monstrueux. Donc si vous n'avez pas une alim à minima de 650 watts pour votre 3080 ou même votre 3070, il est temps de changer d'alim. Voilà. Alors, ils ont quand même fait une com qui était intéressante au niveau marketing, c'est qu'ils se sont dit, avec ce type de carte, vous allez pouvoir faire des économies sur votre CPU. Oui, c'est pas faux. Ils te disent, mais maintenant tu peux prendre un CPU qui est beaucoup moins capé. C'est pas grave. T'as pas besoin de ton truc, c'est pas grave. Nous, on prend en charge la partie complexe, le rendu, tout ça, machin. ça. C'est vachement malin de leur part. C'est énorme. Parce qu'en plus de tirer sur AMD pour la partie GPU, ils tirent aussi sur la partie CPU. Oui. Ils disent, bah, pas besoin de Ryzen en fait, on s'en fout, tu peux prendre Tu peux n'importe prendre quel ce que tu veux. Prends un Core i3. Non, peut-être pas. Hein, mais... Et ouais, malin. Ah non, ils sont très très malins. Honnêtement, ils sont très très malins. Et on va terminer avec un truc gentillet. Voilà. Passer des appels avec Alexa. Voilà, c'est tout à fait possible. Maintenant, aux États-Unis, les abonnés AT&T peuvent associer leur numéro de téléphone pour passer des appels et recevoir des appels via les Amazon Echo. Et même, ça a traversé l'Atlantique, puisque en Angleterre et en Allemagne, d'ailleurs, Allemagne très mal orthographiée, Allemande, c'est aussi possible chez II, l'opérateur II, donc, et chez Vodafone aussi. Tu associes ton numéro de portable avec ton Echo. Et du coup, bah, si tu n'as pas ton téléphone sur toi ou machin, tu peux appeler. Si quelqu'un t'appelle, bah, tu peux décrocher du coup et parler sur ton Echo et tout ça. Quoi. Bon, c'est un détail, mais ça montre un rapprochement quand même d'Amazon auprès des opérateurs pour essayer de pousser l'assistant. Et on ne sait pas quelle est la stratégie derrière tout ça, mais on peut voir débarquer des services associés, ce genre de choses dans les mois qui viennent. En tout cas, bah, c'est une arme de plus pour les Amazon Echo face aux concurrents. Même Siri aujourd'hui n'est pas capable de faire ça. Hein. Siri n'est pas capable de faire grand chose en dehors du téléphone entre nous. Mais voilà. Et du coup, si vous l'avez associé avec votre compte Bernadette, vous pouvez en fait l'utiliser sur tous vos devices Bernadette. Hein. Donc même un PC qui dispose de ce truc-là, bah, vous pouvez décrocher un appel, passer un appel. Tu vois jusqu'où ça va ? Ouais, je vois où ça va. Très bien. Voilà. Donc voilà. C'était la petite news pour terminer ce beat numéro 159. Pour nous retrouver sur les internets. @ChrisKamikas, @Cédric Bonnet sur Twitter. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre, discuter avec nous, tout ça. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/STDRenegade et avec votre abonnement Prime Gaming. Vous avez la possibilité donc de soutenir la production de ces émissions et tout ça. Comme l'ont fait ce soir Picaboo, C'est BX et Choubi 1979. Merci à vous. C'est ça, qui sont les derniers à s'être abonnés. Et Bisous, puis, bisous. qui a suivi la chaîne. N'hésitez pas à venir suivre la chaîne d'ailleurs sur Twitch. Sur renegade.fr si vous voulez plus d'infos sur l'agenda et le programme. Juste après nous d'ailleurs, ne quittez pas la chaîne si vous nous suivez en direct.
Vous aurez tout de suite Un stream Flo. de Carillon. C'est ça, un stream de... Un slim. Un slim. Tu sais, il y avait le Asus 11e génération et tu l'avais noté en bas. Non, tout à mais- l'heure, ok. J'en ai parlé vite up, c'est bon. C'est parfait. Donc du coup, merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour l'Apple Event déjà, de mardi à 19h. Des bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.